Bien, Madame, Monsieur, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Suivant le règlement, je vais vous demander, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Oui, il vous suffit de dire « je le jure ». Si monsieur vous êtes appelé à intervenir, il faudra que vous fassiez de la même manière. Alors, ce que nous avons, la manière dont nous fonctionnons, c'est de vous demander un exposé sur la question du maintien de l'ordre, puisque vous avez sollicité votre audition sur ce sujet pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, monsieur le rapporteur, Pascal Poplin, ainsi que les commissaires présents, vous poseront les questions qu'ils jugent utiles. Nous vous écoutons, madame. Président. Alors, pour ma part, je vais juste rappeler très simplement le contexte, et puis c'est ensuite Albéric Dumont qui rentrera dans le vif du sujet. Je voudrais simplement rappeler que nous avons organisé des événements de rue sur un message très simple, très basique, j'allais dire de bon sens, qui était de rappeler, de dire que tout enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et vous le constaterez au récit d'Albéric Dumont, ce message a suscité d'immenses difficultés, tant et si bien que très rapidement, nous avons intégré dans nos messages l'appel, la demande du respect des libertés fondamentales. Je voudrais rappeler aussi qu'au printemps 2013, le Conseil de l'Europe a rappelé la France à l'ordre au sujet de nos manifestations, puisqu'il y avait clairement eu des difficultés quant au respect des libertés fondamentales. Et voilà, pour détailler davantage, je passe la parole à Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Monsieur le Président, pour commencer cette intervention, j'aimerais rappeler que les événements de la Manif pour tous s'inscrivent dans un contexte bien particulier qui est celui d'une manifestation de grande ampleur qui se sont toujours déroulées de manière pacifique, et notamment ont été parfois accusés de dégradation, et je tiens à rappeler quand même le bilan de 0 poubelle brûlée, 0 vitrine brisée, 0 véhicule incendié, et j'irais même au-delà, parfois 0 papier gras par terre, et c'est un bilan dont nous sommes assez fiers et qu'il voilà, convient de rappeler. Dans le rôle qu'a joué la force publique dans ces manifestations, puisque vous savez, nous avons eu nombreux événements sur la voie publique, notamment en 2012, 2013 et 2014, mon propos serait en 3 parties et j'essaierai de les suivre. Tout d'abord, la préparation de la manifestation et l'avant-manifestation, la manifestation en tant que telle et le maintien de l'ordre pendant, et puis le traitement judiciaire qui en a été fait. Tout d'abord, mon premier constat est le fait que pendant 2 ans maintenant de relations intenses avec la préfecture, du fait de notre activité, nous avons constaté que le régime de la déclaration préalable n'était dans les faits peu ou pas respecté. Nous en avons un exemple, tout simplement, puisque dans cette commission, monsieur le ministre Vaillant nous dit, page 12 de son audition, il faut savoir recourir aux interdictions en cas de besoin, c'est-à-dire quand les objectifs avoués d'une manifestation sont incompatibles avec les textes fondamentaux de la République. Et on s'inscrit ici, ces propos ne me surprennent pas, puisqu'on s'inscrit ici tout à fait dans la démarche du préfet de police, qui nous dit, lui, de son côté, la tenue de toute manifestation revendicative était interdite dans ce secteur, en parlant notamment des Champs-Élysées. Sans entrer dans la polémique de Champs-Élysées ou non, ce terme de manifestation était interdite. Alors là, c'est en vertu d'une tradition. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler le caractère déclaratif des manifestations. Et je vais vous montrer que, simplement, nous avons été placés dans une situation qui nous empêche d'exercer nos droits. Tout simplement parce que il y a la phase de concertation dont vous parliez dans les précédentes auditions, qui est très importante. Et la clé de la réussite d'une manifestation, c'est sa préparation, et notamment le calage, si je me permets l'expression, des 2 dispositifs entre ceux des organisateurs et ceux des forces de l'ordre. Cette concertation aujourd'hui à Paris,
en tout cas, n'est possible qu'après une phase de négociation. C'est-à-dire que la préfecture impose d'abord de déterminer le parcours, les itinéraires empruntés, avant de pouvoir aborder les autres aspects techniques. C'est-à-dire que, avant que soit signée la déclaration sur l'itinéraire et les horaires, vous ne pouvez pas travailler avec les services techniques de la préfecture, je pense particulièrement à la direction de l'ordre public, et donc prévoir avec eux quel dispositif adapté va être mis en place du côté des organisateurs comme du côté des forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons été extrêmement demandeurs pendant 2 ans de cette phase de concertation, puisque, bien évidemment, au-delà des rues dans lesquelles nous manifestions, il y a des vrais soucis techniques à régler, notamment des questions d'autorisation à demander en fonction des différents dispositifs qui se posent, et nous avons été placés dans l'embarras plusieurs fois. Et puis, je vous le disais, pour nous en tout cas, et c'est l'interprétation que nous faisons des faits depuis 2 ans, ce régime de la déclaration préalable qui est passé, d'ailleurs qui est prévu par le décret-loi du 23 octobre 1935, qui aujourd'hui, dans les faits, est un système d'autorisation. Tout simplement parce que le délai prévu pour les déclarations est de 15 jours à 3 jours francs avant un événement. Aujourd'hui, la préfecture, lorsqu'elle est amenée à prendre des arrêtés d'interdiction, et nous avons été l'un des mouvements qui a subi le plus de ces arrêtés en 2013, va vous interdire systématiquement. Nous manifestons le dimanche, parce que nous avons une population qui n'est disponible qu'en week-end. Donc nous manifestons le dimanche, et systématiquement, les arrêtés d'interdiction étaient pris le vendredi soir à 20h, ce qui ne vous laisse que la nuit pour faire un recours administratif. Le tribunal administratif de Paris est fermé le samedi. Vous n'avez aucun recours possible avant le lundi matin, c'est-à-dire après votre événement. Et cette absence d'obligation de délai de réponse de la préfecture nous met dans une situation embarrassante parce qu'elle nous prive aujourd'hui de notre droit à un recours contre une décision administrative prise à notre encontre. Donc, puisque nous pouvons faire des suggestions, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, si la loi pouvait évoluer sur ce caractère, simplement en modifiant les délais de déclaration préalable. Aujourd'hui, ils sont limités 15 jours et 3 jours. Pourquoi est-ce qu'un événement qui est parfois de grande ampleur est prévu des mois à l'avance? Certains dossiers techniques même doivent être mis 1 mois à l'avance au cabinet du préfet, mais vous ne pouvez déclarer votre événement que 15 jours avant. Et donc, vous ne pouvez pas travailler avec la préfecture officiellement avant les 15 jours. Ce qui laisse un délai, mine de rien, assez restreint. Donc, pour moi, il faudrait... on pouvait évoluer pour ouvrir ce délai et le raccourcir aussi, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, l'information va très vite. Les gens ont besoin parfois de manifester leur émotion. Et le délai de 3 jours, c'est vrai, même s'il est, je l'imagine, assez pratique en termes d'anticipation, empêche en tout cas une certaine spontanéité des mouvements. Il ne s'agit évidemment pas de l'abolir, mais voilà, nous suggérions de le réduire à 24 heures. Un exemple tout bête, nous avons souhaité participer à la fête de la musique le 21 janvier 2014 et nous avons du coup fait les déclarations nécessaires auprès des services de la préfecture. Et la préfecture nous a dit systématiquement, écoutez, celui-là ne nous convient pas. Faites une autre proposition. Nous avons fait 17 propositions au cabinet du préfet. Lorsque nous avons fait notre dernière proposition, le 20 juin 2014, le préfet nous a tout bonnement répondu, écoutez, vu les délais que vous m'imposez, je ne peux plus répondre à votre demande parce que la fête de la musique est demain. Et vous voyez, cette absence de délai, en tout cas de réponse de la préfecture, nous met dans l'embarras. C'est vrai que nous souhaiterions, si éventuellement le législateur pouvait prendre cet aspect en compte et demander à la préfecture de donner son avis avant l'événement et lui imposer un délai, alors éventuellement, dans les 3 jours francs, d'avoir donné une réponse, ce qui permettrait éventuellement d'avoir accès au recours. Ça, c'était sur la préparation de la manifestation. Évidemment, pour nous, c'est important puisque c'est là où vous pouvez vraiment travailler sur l'aspect technique de la manifestation. Ça a été possible. Nous avons remarqué une évolution à la préfecture, notamment après les évolutions au niveau du gouvernement. Et c'est vrai que, je ne sais pas si ça a un lien, mais l'arrivée de Bernard Cazeneuve nous a permis, au ministère de l'Intérieur, nous a permis de travailler plus en amont sur les événements. Et lors de nos 2 dernières manifestations, le 2 février 2014 et le 5 octobre, nous avons pu travailler un peu plus en amont. Alors, je vous parle de quelques heures supplémentaires, ce n'est pas non plus excessif,
mais ce qui nous a permis d'avoir un bilan de 0 incident. Et ça, ce qui est quand même assez rare pour des mouvements d'une si grande ampleur, de n'avoir aucun problème répertorié sur une manifestation, même pas une évacuation sanitaire, parce que nous avions eu le temps de vraiment caler les dispositifs en disant, voilà, si vous placez vos hommes à tel endroit, moi je peux placer mes équipes du service d'ordre à tel endroit, et vraiment une répartition des rôles avec les obligations que la loi impose à chacun. Sur l'aspect de la manifestation en tant que telle, avant toute chose, j'aimerais quand même saluer le professionnalisme des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie qui sont placés sous l'autorité fonctionnelle du préfet de police, et ce n'est absolument pas leur compétence qui est remise en cause ici. Simplement, nous avons constaté à de multiples reprises, et cela avait d'ailleurs fait l'objet d'un rendez-vous avec Manuel Valls à l'époque, régulièrement d'un sous-dimensionnement du dispositif policier qui, de facto, entraînait un usage disproportionné de la force publique. Ça a été le cas dans plusieurs manifestations. Quand vous devez tenir un barrage, quand vous êtes 20 gendarmes mobiles, vous le tenez plus aisément que si vous êtes seulement 5. C'est vrai qu'à 5, vous devez avoir une réaction qui est plus forte que si vous étiez 20. Nous avons été confrontés à ce genre de problème, notamment le 24 mars 2013, où nous avons été placés dans une situation extrêmement délicate, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu négocier le lieu où nous avons manifesté. Nous nous sommes retrouvés cantonnés à l'avenue de la Grande Armée, et le plan pour le dispositif proposé par la préfecture, nous l'avons dénoncé avant même de signer la déclaration. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait imposé de placer notre podium à l'entrée de l'avenue de la Grande Armée, ce qui ne laissait aucun axe de fuite par rapport à la foule. Donc naturellement, le mouvement de foule faisant qu'au bout de 3-4 heures, les gens piétinent, vous gagnez 15-20 cm par heure, au bout d'une heure, tout le monde avait fait 1 mètre, les gens se sont retrouvés contre les barrages. Et là, les fonctionnaires de police ont du coup fait usage de gaz lacrymogène. Voilà, vous connaissez les images. Je vous citerai Laurent Wauquiez qui disait « Il est inacceptable d'envoyer des gaz contre les enfants. Avez-vous l'impression que ce sont des casseurs, des gens violents ?» Voilà, Jean-François Copé avait lui-même demandé des comptes à François Hollande à ce sujet. Donc la seule explication que nous pouvons trouver, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas celle que nous espérons, c'est que le dispositif de la préfecture a été dépassé par le succès de la manifestation. Ce que nous regrettons, c'est que les différents états-majors, la direction du renseignement et la direction de l'ordre public et de la circulation, ont énormément de solutions techniques à proposer à tous les problèmes. Ce sont des experts, ils font ce métier depuis des années. Dès que vous avez un problème d'organisation, ils ont 1, 2 ou 3 solutions qui sont toutes satisfaisantes. Néanmoins, avant de pouvoir vous les proposer, ils sont soumis à l'autorisation du préfet de pouvoir vous parler. Et donc, tant que les choses ne sont pas fixées sur le papier, je parle des itinéraires et des horaires, vous ne pouvez pas travailler techniquement sur les différentes solutions que peuvent apporter ces techniciens de l'ordre public, et ce qui nous oblige du coup à nous réarticuler toujours en dernière minute, ce qui demande déjà d'avoir une organisation conséquente derrière de notre côté, mais qui du coup place les deux dispositifs dans des situations un peu plus fébriles. Une problématique s'est présentée à nous et à nos associations partenaires en 2013, c'est la technique dite de l'encagement. C'est une technique qui est très fréquente dans les forces de maintien de l'ordre, et notamment qui consiste à organiser un dispositif interdisant les accès à tel ou tel lieu, préférant retenir pendant une durée déterminée les manifestants en un lieu déterminé, généralement le temps que la personnalité qui est dans le secteur ait le temps de prendre une décision et de s'en aller. Ça a été le cas notamment au lycée Buffon. Le 27 mai 2013, François Hollande visitait le lycée Buffon, et des manifestants organisaient un accueil de ministre. Alors l'accueil de ministre, c'est une des sortes de happening qu'a lancé la Manif pour tous en disant qu'à défaut d'être écoutés par le gouvernement, nous allions nous faire entendre. C'est-à-dire que nous allions, et nous continuons de le faire, sur les déplacements des différents membres du gouvernement pour se présenter à eux. Ce jour-là, nous avons eu, sans sommation, 93 encagés pendant plus de 3 heures, qui ont abouti à seulement 2 gardes à vue. Cette technique a également été utilisée le 9 décembre 2013 avec une manifestation dite des Merveilleuses à laquelle j'ai participé. Cette manifestation avait été déclarée par mes soins auprès du cabinet du préfet de police de Paris. Nous avons été encagés plus de 3 heures dans une manifestation composée uniquement de mères de famille. Il y a eu des malaises, il y a eu une poussette renversée par l'intervention des forces de l'ordre, tout ça sur une manifestation déclarée, sur les itinéraires déclarés à la préfecture. Voilà, aujourd'hui, la seule réponse qu'on a eue quand nous avons interrogé le préfet à ce sujet, c'est « nous n'avons pas reçu votre déclaration ». J'ai été entendu par le défenseur des droits à ce sujet,
que je crois vous auditionnez après, et vous pourrez lui poser la question, puisque lui-même a constaté et a auditionné le commissaire de police présent sur place, qui a lui-même reconnu cette technique, d'avoir appliqué cette technique de l'encagement lors de cette manifestation, donc le 9 décembre 2013, pardon. Une autre affaire, je vais rester extrêmement technique, pardonnez-moi, mais je pense que ce sera le plus utile pour vous puissiez interpréter vous-même ces faits. Nous avons le 31 mai 2013 5 jeunes qui ont une audition suite à une vérification d'identité, qui partent en audition au palais de justice. Ils sortent du palais de justice, ils sont donc dans la tenue de manifestants avec lesquels ils ont été interpellés. Ils sortent bien évidemment libres du palais, aucune poursuite n'est retenue contre eux. Ils se font interpeller devant les grilles du palais de justice. Ils se font mettre dans un camion des forces de l'ordre, et c'est un avocat, passant là par hasard, qui interpelle la commissaire de police en lui demandant de faire sortir les jeunes du camion, puisqu'il n'y avait aucun motif d'interpellation, puisqu'ils sortaient à peine du tribunal. Il a réussi, cette vidéo a fait plusieurs dizaines de milliers de vues sur Internet, à faire sortir les jeunes du camion, devant l'embarras de la commissaire de police qu'on voit désespérément appeler son état-major à la radio sous les yeux des caméras. Sachez, et ça la vidéo ne le montre pas, que ces jeunes ont été réinterpellés quelques centaines de mètres plus loin à la station Saint-Michel lorsqu'ils tentaient simplement de rentrer chez eux après 48 heures de garde à vue pour prendre certainement une bonne douche qui devait être méritée. Enfin, un exemple, un dernier sur cette technique de l'encagement. Un accueil de ministre lors de l'avenue, alors l'accueil du président de la République en l'occurrence, le 6 août 2013 à La Roche-sur-Yon. Des étudiants sont venus à la rencontre du président de la République, toujours pacifiquement. Les CRS ont alors encerclé le groupe pendant plus de 3 heures, et les manifestants ont eu la bonne idée de faire venir un huissier de justice, qui a lui-même constaté cette atteinte à la liberté d'aller et venir, cette atteinte qui a d'ailleurs été condamnée par la Cour d'appel de Riom le 21 janvier 2015. Je vous rappelle les faits, 2 officiers de gendarmerie qui avaient ainsi retenu un syndicaliste pendant une visite de Nicolas Sarkozy. C'est exactement les mêmes techniques dont nos sympathisants ont été victimes. Pour la gestion de la manifestation et notamment les procédures judiciaires qui en suivent, je réagis du coup à l'audition du procureur de Paris. Nous avons constaté un détournement de procédures judiciaires, tout simplement pour s'en servir comme des moyens de dispersion. La technique est simple, les fonctionnaires commencent par demander à la personne de justifier de son identité, et normalement, c'est uniquement en cas de refus ou d'impossibilité d'établir son identité que les forces de l'ordre sont autorisées à l'emmener au poste pour le temps d'une retenue administrative pour vérifier l'établissement de son identité. Le cas est très simple, et ce sera certainement le plus marquant, puisqu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une plainte de la part d'un des membres du cabinet du préfet qui était présent sur place. Les Veilleurs, qui est un groupe ultra pacifique qui se rassemble place de la République sur le terre-plein central le 26 juin 2013, qui se retrouve dans le camion donc de garde à vue, ce qu'on appelle maintenant le GAV-bus, c'est l'expression connue sur les réseaux sociaux. C'est ce bus où vous pouvez entasser jusqu'à 50 personnes pour les emmener dans des vérifications d'identité. Donc c'est 52 personnes qui sont comme ça, embarquées jusqu'à la rue de l'Évangile, commissariat de la police ferroviaire, pour un contrôle d'identité, alors que personne ne leur avait demandé de justifier de leur identité. Ils avaient tous une carte d'identité, une carte nationale d'identité sur eux, personne ne leur a demandé de justifier de leur identité. Et c'est simplement en arrivant au commissariat qu'on leur a dit « vous êtes en vérification d'identité », alors que tous étaient porteurs de ce justificatif. Aujourd'hui, voilà, est-ce que nous parlons de détournement de procédures judiciaires et nous nous posons la question de savoir si ces vérifications d'identité n'ont pas été utilisées à outrance, notamment dans un but de maintien de l'ordre. Il est peut-être parfois plus facile de mettre à l'écart 52 personnes le temps de la fin de la manifestation que de les traiter en tant que manifestants, surtout quand ils sont pacifiques. Voilà, mais je vous laisse bien sûr libre de l'interprétation de ces faits. Un point important aussi, nous trouvons assez stupéfiant que le ministère de la Justice ait refusé de répondre aux questions du député Poisson sur les statistiques. En effet, nous souhaiterions que la Commission demande au ministère de la Justice les statistiques sur le nombre d'interpellations liées à l'opposition du mariage pour tous et le nombre de gardes à vue et de déferments et de condamnations qui ont été issus. Puisqu'aujourd'hui, nous considérons que le taux est inférieur à 5%.
Alors aujourd'hui, nous parlons de liberté fondamentale. Est-ce que, voilà, quels sont comment est-ce que vous réparez le préjudice qui est subi par une personne qui se retrouve 48 heures en garde à vue, parfois pour rien? C'est l'exemple d'un homme qui était d'ailleurs l'un des responsables logistiques de notre mouvement, qui se retrouve parce que... Oui, j'ai bientôt terminé, monsieur le Président. Qui se retrouve 48 heures en garde à vue, sans motif, parce qu'il portait un sweat de la Manif pour tous en rentrant d'une manifestation. 48 heures de garde à vue, auquel on ne lui énonce pas ses droits, on ne lui explique pas ce qu'il fait là. Il sort au bout de 48 heures, il n'a pas eu une explication. Aujourd'hui, comment ces personnes-là peuvent avoir une réparation de leur préjudice? Voilà, aujourd'hui, et un dernier exemple, c'est le refus de la transparence. Pourquoi la préfecture s'obstine-t-elle à ne pas être transparente? Nous avions obtenu du tribunal de grande instance de Paris la présence d'huissiers de justice à notre manifestation du 2 février 2014. La préfecture a fait un recours qu'elle a obtenu en refusant la présence d'huissiers de justice simplement dans le cortège pour vérifier la bonne tenue à la fois et le respect des obligations à la fois des forces de l'ordre et à la fois des organisateurs. Voilà, nous dénonçons ce manque de transparence. Ludovine de la Rochère en a parlé, je ne reviendrai pas sur le Conseil de l'Europe et la sanction du 27 juin 2013, la résolution 1947 concernant les menaces et les manifestations et menaces pour la liberté de réunion en France. Un dernier exemple, et j'en aurai fini, Monsieur le Président, l'affaire Anna. Anna, c'est cette jeune étudiante de 19 ans qui faisait des études en classe préparatoire dans les Yvelines, et qui a eu la malchance d'être de nationalité russe et qui demandait la naturalisation. Elle a été, et ça a fait le cas d'un certain nombre de conférences de presse au moment où l'affaire s'est révélée, qui a été convoquée par un service de police des Yvelines en lui disant que si elle ne fournissait pas, si elle n'infiltrait pas la Manif pour tous, la délégation des Yvelines 78, pour donner les noms, prénoms et fonctions et professions de tous les membres de la Manif pour tous, son dossier de naturalisation serait bloqué. Nous l'avons aidé à déposer une plainte auprès de l'IGPN. Nous en attendons toujours le résultat. Alors aujourd'hui, nous nous interrogeons. Les forces de police peuvent-elles être instrumentalisées à des fins politiques? Et nous partageons avec vous notre inquiétude, notamment sur le projet de loi de renseignement, qui aujourd'hui, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, n'exclut pas les mouvements sociaux. Et nous demandons à quel niveau nous pourrions en être, nous également, visés au même titre que des gens qui mettraient en cause la sécurité nationale. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Je vais passer la parole à Pascal Poplin pour commencer la série de questions, ainsi qu'aux commissaires qui le demanderont. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas, je vais rebondir sur votre dernière phrase, l'inquiétude de qui vous partagez, mais étant, pour ce qui me concerne, le porte-parole du groupe socialiste sur le texte renseignement qui est en débat dans l'hémicycle, croyez bien que je n'ai pas d'élément d'inquiétude à partir du moment où moi j'ai travaillé au fond sur le texte. Alors on a des opinions diverses entre nous, c'est pas notre sujet, mais comme vous dites, nous partageons votre inquiétude, pas la mienne. Je voulais vous dire aussi qu'un certain nombre de points que vous avez évoqués ne relèvent pas du champ d'investigation de notre commission, puisque celle-ci s'intéresse aux modalités de mise en œuvre des opérations de maintien de l'ordre liées à des mouvements de protestation. Donc, le dernier cas que vous avez évoqué, pour intéressant qu'il soit, est en marge des opérations sur lesquelles nous travaillons. Je voulais revenir sur un certain nombre de questions liées à des sujets que vous avez évoqués. Sur la question du régime de déclaration préalable, j'aimerais savoir le nombre de décisions d'arrêtés d'interdiction, pas forcément au chiffre près là où vous pouvez nous envoyer des éléments en complément, les motifs qui vous étaient objectés, dans la mesure où tout ce qui ressort là, nous sommes le dernier jour des auditions de cette commission qui en fait depuis le mois de janvier, toutes les semaines. Et que ce qui ressort des échanges que nous avons eus avec les uns et avec les autres, c'est qu'on était en France plutôt dans un régime extrêmement libéral en termes de mise en œuvre des manifestations et que les décisions d'interdiction étaient très rares. Statistiquement, quand on regarde les choses,
il y a plusieurs milliers de manifestations qui sont demandées, qui sont organisées à Paris, une moyenne, je crois, de 13 par jour. Et le nombre d'arrêtés d'interdiction, formalisés, donc traçables, est assez rare. Donc je voudrais savoir l'ordre de grandeur du nombre de refus dont vous avez fait l'objet, par exemple, sur une année, et les motifs qui vous étaient objectés. La deuxième chose, toujours sur ces éléments de déclaration préalable et de modalités auxquelles on s'est intéressé pour voir comment, partant d'un constat, là aussi partagé, qui ne me semble pas contradictoire avec ce que vous avez exprimé, que plus on a un travail en amont de concertation, vous revendiquez même, vous indiquez que vous souhaiteriez qu'il soit encore, qu'il vous laisse encore davantage de temps, mais ces questions d'itinéraire avant la concertation, vous paraît-il, puisque vous avez semblé le déplorer, paraît-il incongru de se mettre d'accord d'abord sur un chemin, un tracé, pour voir ensuite quels sont précisément les éléments en termes d'organisation, de moyens à mettre à disposition, de décisions d'arrêter à prendre pour permettre justement le déroulement de cette manifestation. Là, en tout cas, autant je peux entendre votre souhait, surtout sur des événements de taille importante, de pouvoir disposer du maximum de temps en amont pour organiser les choses et bien les cadrer, autant il me paraît compliqué d'avoir la volonté de pouvoir les cadrer tant qu'on ne sait pas par où ça va passer. Enfin, sur cette question de ce qui se passe en amont de la manifestation, vous avez évoqué la question du 14 juillet, je pense qu'il s'agit du 14 juillet 2013, sur les Champs-Élysées. Je vous pose donc une simple question. Considérez-vous, compte tenu à la fois de ce qu'est la force symbolique de la fête nationale et du défilé militaire qui a lieu sur les Champs-Élysées, premier point. Deuxième point, compte tenu des contraintes lourdes de sécurité qui pèsent sur un événement de ce type, lié où il y a eu, je pense au 14 juillet 2002, tentative d'élimination physique d'un chef de l'État. Considérez-vous que la République devrait admettre qu'on manifesta le 14 juillet sur les Champs-Élysées sous quelque forme que ce soit? Ça, c'était donc sur les questions de régime préalable. Sur les questions de déroulement, vous avez à un moment donné indiqué que toutes les manifestations organisées par vos soins avaient eu lieu sans aucun dégât et, je vous cite, pas même un papier gras. Alors on ne s'intéressera pas au papier gras, même si c'est important, mais sans aucun incident, c'est un peu contradictoire avec un autre point de votre exposé qui indiquait que vous aviez eu des difficultés, enfin que les forces de l'ordre avaient des difficultés, pardon, à tenir un barrage s'il n'y avait pas assez de fonctionnaires, j'ai cité les gendarmes mobiles pour le faire. Bien, si effectivement les gendarmes mobiles ont du mal à tenir un barrage, c'est sans doute que certains individus cherchent à forcer ce barrage, ce qui me semble être un incident, à tout le moins. Et par ailleurs, ayant le bonheur de fréquenter cette auguste maison de façon régulière et récurrente, il m'est arrivé d'être témoin personnellement de scènes se déroulant au terme de manifestations, pas loin d'ici, à l'angle de l'esplanade des Invalides et de la rue de l'Université, où il me semblait qu'on était dans des phénomènes de guérilla urbaine, plus que dans une manifestation pacifique de poussettes et de papa et de maman. Donc je voulais vous demander comment vous avez été confronté à ces événements-là, parce qu'ils ont existé, qui souvent, dans tout type de manifestations, sont aussi le fait de personnes qui ne sont pas forcément liées ni aux manifestants ni aux organisateurs de la manifestation. Donc comment avez-vous été confronté et comment à la gestion aux abords, pendant et au moment des dispersions de ce type d'événements, comment de votre côté vous êtes-vous efforcé de les gérer? Et ça me permet de faire le lien avec le dernier sujet sur lequel je voulais vous interroger.
Vous êtes un mouvement plus nouveau dans le domaine de l'organisation d'événements de protestation publique d'événements de protestation sur la voie publique. Il y a des organisations historiques qui étaient rompues à ce type d'exercice et qui disposaient de services d'ordre organisés de longue date. Vous avez sans doute été confronté à ce phénomène, à cette nécessité. Comment êtes-vous parvenu à l'organiser et comment, si vous y êtes parvenu, le lien entre ces services d'ordre, et on sait que ce n'est pas facile à mettre en place, interne à votre mouvement, s'est-il effectué en amont dans le cadre de la concertation avec les autorités civiles et surtout sur le terrain avec les autorités, les représentants et les responsables des unités de gendarmerie mobile, de compagnies républicaines de sécurité ou autres. Voilà, c'est un peu, les commissaires sont habitués, mon habitude de faire une première série de questions assez vastes, comme il y aura sans doute des compléments par mes collègues, choisissez dedans les éléments qui appellent des réponses de votre part. Merci, monsieur le rapporteur. Liés au football ont comporté des faits qu'on peut qualifier de très graves. Donc, reprenons un petit peu l'échelle des choses. Nous avons organisé des événements d'une ampleur historique, des événements extrêmement nombreux, parfois quotidiens, et qui ont eu lieu aussi sur l'ensemble du territoire national, je veux dire bien sûr aussi en région. Reprenons les choses. Nos manifestants ont été calmes, pacifiques, respectueux. Ils ont défilé dans un état d'esprit très bon enfant et de manière tout à fait respectueuse de l'ordre public. Remettons les choses bien à leur place. Et quand on regarde le nombre absolument stupéfiant de gardes à vue, qui d'ailleurs n'ont abouti à rien, puisqu'il n'y avait rien à leur reprocher, on reprend un petit peu pied dans un contexte objectif. Je vais bien sûr passer la parole à Albéric Dumont qui va rentrer de manière plus précise dans des réponses. Mais l'expérience que nous avons acquise est tout de même tout à fait remarquable en termes d'organisation. Et puis un dernier point, les manifestants, et je le redis, ont été calmes, pacifiques, respectueux, etc. Il y a eu effectivement une difficulté lors d'une manifestation qui est celle du 24 mars, n'en faisant pas une généralité. Et Albéric Dumont a évoqué le fait que cette manifestation du 24 mars se situait dans un cul-de-sac. Nous avions prévenu monsieur le préfet de police de cette difficulté. Nous avons même tenté de négocier à la barre du tribunal. Il avait envoyé quelqu'un qui n'avait pas la capacité et la possibilité de négocier et de traiter. Et donc, il en est resté coûte que coûte à la mise en place d'un cul-de-sac. Je passe la parole à Albéric. Monsieur le rapporteur, je vais essayer de reprendre dans l'ordre les questions que vous m'avez posées. En 2013, nous avons eu, j'ai un doute, vous me pardonnez sur le chiffre, entre 4 et 5 arrêtés d'interdiction. Ce qui, au vu du nombre d'arrêtés d'interdiction qui ont été pris par la préfecture de police, est considérable, puisque nous représentons, j'ai l'impression, presque j'ai vu comme chiffre, un tiers des arrêtés d'interdiction. Alors j'ai ce record d'être peut-être l'homme le plus interdit de Paris en termes de manifestations. Par rapport, en France, sur le territoire national, pour Paris, on était à une quarantaine d'événements. Sachant que, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des arrêtés d'interdiction, mais il y a également des courriers administratifs que vous pouvez recevoir. Et notamment, j'estime à environ 5 également le nombre de courriers donc, adressés par Bernard Boucaud, où il nous disait simplement « j'envisage de vous interdire ». Mais sans que ce courrier puisse faire l'objet d'un recours, puisque ce n'était que... il ne faisait qu'envisager. Voilà, exactement. Le motif, puisque vous le demandez, c'était le risque de trouble à l'ordre public. Et notamment, nous étaient présentées systématiquement des déclarations d'opposants à nos idées
qui déclaraient systématiquement à proximité de nos lieux de rendez-vous. Et c'est ce risque de trouble à l'ordre public, évidemment, qui était avancé, justifié par la présence d'autres déclarations, souvent de groupuscules totalement inconnus du grand public. Vous parliez du 14 juillet 2013. Je ne voulais pas rentrer du tout dans le débat politique de faut-il manifester le 14 juillet 2013. Et je crois que notre réponse a été très claire lorsqu'il y a eu des incidents, on peut le dire, lors de cérémonies officielles. Et le général Bruno Darry, qui nous conseille dans ce domaine-là, avait eu d'ailleurs une réaction assez vive en condamnant ce qui avait pu se passer. Simplement, je m'étonne, et c'était peut-être un terme de langage, qu'on parle aujourd'hui on dise la tenue de toute manifestation revendicative étant interdite dans ce secteur. On fait une interdiction générale de quelque chose qui doit être un système de déclaration. Et les Champs-Élysées, même s'il y a un contexte particulier, ne font pas juridiquement l'objet d'une interdiction générale dans ce secteur. Ce n'est même pas les Champs-Élysées, c'est ce secteur. Vous voyez, c'est ce point-là. Oui. D'une seconde, puisqu'on a interrogé le préfet de police sur cette question. Le préfet de police considère, il n'y a pas d'interdiction, puisqu'il n'y a pas de texte mais le préfet de police considère que toute déclaration dont il serait le récipiendaire concernant une demande de manifestation de qui qu'elle émane pour faire une manifestation sur les Champs-Élysées le jour de la fête nationale, qu'il demanderait à ceux qui font cette déclaration de ne pas organiser une manifestation le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Voilà. Je tiens simplement, monsieur le rapporteur, à vous rappeler que le préfet a parlé du 14 juillet parce que c'est dans ce contexte qu'il a dit cette phrase. Nous n'avions absolument pas appelé à manifester le 14 juillet. Notre manifestation sur les Champs-Élysées était prévue le 24 mars, donc absolument pas dans un contexte de fête nationale. Mais voilà, je rebondissais simplement sur cette phrase sans vouloir lancer une polémique. Vous parlez de l'incident. Oui, c'est vrai, mais c'était vraiment sur l'aspect de parler de manifestations interdites dans ce secteur qui moi, me gênait, et les propos d'ailleurs qui ont été repris par M. Vaillant quelques minutes après, et voilà, que je trouvais important de souligner. Concernant les incidents, puisque c'est le terme à la mode, les incidents qu'il y a eu ou qu'il y a pu avoir dans les manifestations. Toute manifestation de voie publique comporte des risques et comporte son lot de fauteurs de troubles. Et je crois que tous les organisateurs d'événements que vous avez auditionnés sont d'accord avec ce principe. Vous voyez le cas à la Technoparade, à la Foire du Trône, qui, eux aussi, dans leur domaine particulier, même si en plus il s'agit de manifestations festives, comportent leurs perturbateurs, chacun à son boulet au pied. Simplement, la seule manifestation, et je tiens à le rappeler, qui a fait l'objet d'incidents, sur les horaires déclarés par la Manif pour tous, sur les parcours déclarés par la Manif pour tous, c'est le 24 mars. Et ça, vous pourrez demander tous les rapports de police, vous n'aurez aucun incident à d'autres moments que cela. Et le 24 mars, pourquoi? C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure, mais peut-être maladroitement, c'est qu'il y a un phénomène de poussée naturelle de la foule. Et nous étions condensés dans une avenue qui n'avait pas d'issue de secours. Nous avions prévu 2 allées de dégagement, qui étaient notamment par la rue Tilsit avec l'avenue Foch, et l'avenue Carnot de l'autre côté. Et je vais vous dire, pour la petite anecdote, j'avais même parié avec, à l'époque, un des hauts fonctionnaires de la préfecture, que nous remplirions également ces 2 avenues et que du coup, l'évacuation serait impossible. Il m'a répondu, si vous remplissez ne serait-ce que l'une d'entre elles, je vous offrirai une caisse de champagne. Persuadé que ces 2 axes seraient libérés. Et au final, voilà, les 2 axes ont été remplis au même titre que l'avenue de la Grande Armée, personne ne pouvant sortir, et je peux vous assurer que la compression était quand même intense. Naturellement, vous avez des gens qui avancent vers le barrage, vous avez des gens qui s'excitent, et donc vous avez parfois une surréaction des forces de l'ordre. Mais c'est le seul incident qu'on peut reprocher dans le cadre des itinéraires et des horaires déclarés par la Manif pour tous. Il y a eu, et ça nous n'en avons jamais caché, des problèmes, notamment vous parlez des manifestations de semaine, puisque nous manifestions à l'époque tous les jours, quand le texte était en discussion à l'Assemblée nationale. Et effectivement, nous étions notre cortège, qui se passait extrêmement bien jusqu'à l'arrivée au carrefour avec la rue de l'Université et l'esplanade des Champs-Élysées. Nous étions rejoints par des groupes de perturbateurs qui venaient simplement dans l'intention de perturber l'événement et d'esquinter les forces de l'ordre. Mais cela était toujours systématiquement après la manifestation. Et pour revenir sur le 24 mars, puisque j'ai l'impression que c'est un sujet qui tient à cœur au préfet de police, sachez que Bernard Boucaud m'a personnellement appelé le 24 mars en me demandant d'aller déployer les effectifs de notre service d'ordre sur les Champs-Élysées pour l'aider à rétablir, à faire évacuer les Champs-Élysées.
Champs-Élysées, ce que je lui ai répondu, Champs-Élysées, qui, par une décision de justice, nous était interdit. Je n'ai donc évidemment pas pu engager nos équipes sur les Champs-Élysées. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce dernier point. Vous parlez donc de la jeunesse de notre mouvement, qui est d'ailleurs une fierté pour nous. Mais non, mais je le prends absolument pas, monsieur le rapporteur. Simplement, sur les manifestations dont nous parlons en 2013, nous avons aligné respectivement entre 8 000 et 6 000 bénévoles pour encadrer la manifestation. Et je crois que ce chiffre est absolument considérable. Alors, certes, et c'est ce qu'on m'avait dit à la direction de l'ordre public, 6 000 bénévoles, ça ne vaut pas un fonctionnaire formé. Moi, je pense le contraire, parce que même quelqu'un qui n'a pas reçu une formation de 2 ans, nous avons organisé des soirées de formation pour tous ces bénévoles qui étaient répartis en canton, en secteur, puis en équipe, qui ont tous reçu une formation de 4 heures. Alors, je vous l'accorde, c'est très court, mais pour des bénévoles, c'est difficile de demander plus. Pour des gens dont la responsabilité est de guider la foule, de gérer le flux et de prévenir des incidents en alertant éventuellement un service d'ordre ou plus formés ou les forces de l'ordre, pour moi, c'est largement suffisant. À ces 6 000 personnes s'ajoutait un service d'ordre permanent de la Manif pour tous, donc composé, moi, ce que j'appelle de semi-professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont des anciens, soit des forces de l'ordre, soit de l'armée, qui sont aujourd'hui reconvertis et qui participent à ce service d'ordre permanent dont le professionnalisme a été même par la préfecture reconnu à plusieurs reprises. Et nous avions systématiquement recours à des sociétés de sécurité privée également pour les endroits les plus difficiles, donc environ entre 80 et 150 agents à chaque fois. Donc je ne pense pas que le manque de professionnalisme puisse être remis en cause. Et je terminais sur les propos du procureur de la République qui disait simplement qu'il faut travailler à la distinction entre les manifestants qui veulent exprimer leur opinion pacifiquement et les perturbateurs. Et c'est ce travail en amont qui, aujourd'hui, ne peut pas être fait parce qu'on doit organiser ces manifestations de très grande ampleur en 24 heures avec la préfecture et on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. Et c'est aujourd'hui... Merci, monsieur. Deux questions, deux commissaires demandent la parole, monsieur dans l'ordre, monsieur Goujon et monsieur Folliot. Merci, monsieur le président. Oui, je me réjouis que le président et le rapporteur de notre commission aient suscité cette audition parce que moi-même, j'avais essayé d'entendre les responsables de cette organisation lorsque nous avions fait adopter par l'Assemblée, d'ailleurs, la création d'une commission d'enquête, voilà, 2 ans, sur le maintien de l'ordre à Paris, dans la mesure où le groupe auquel j'appartiens considérait que le maintien de l'ordre n'avait pas été géré dans les meilleures conditions pour les manifs pour tous, ainsi que pour le Trocadéro. Cette commission, malheureusement, ne s'est réunie qu'une fois, et elle a dû s'aborder en fonction d'amendements déposés par la majorité de l'époque et qui ont dénaturé la définition même de cette commission d'enquête. Donc je suis heureux que celle-ci puisse exister, que M. Mamère ait eu plus de chance que moi, et que nous puissions étudier le maintien de l'ordre aujourd'hui sur un plan d'ailleurs plus élargi. C'est la première chose que je voulais dire. J'ai bien compris qu'il y avait là un sujet important sur la manifestation du 23 au 24 mars sur les Champs-Élysées. Et effectivement, c'est ce qui avait motivé principalement ma demande de commission d'enquête à l'époque, dans la mesure où, pour suivre les questions concernant la préfecture de police depuis quelques décennies, puisque j'étais adjoint au maire de Paris chargé des questions de sécurité pendant une douzaine d'années, et donc j'ai suivi beaucoup de manifestations, je me rends compte d'un certain nombre d'anomalies dans l'organisation par les forces de sécurité de cette manifestation. La première a été décrite d'ailleurs par les organisateurs, qui est d'organiser une manifestation sur un cul-de-sac, ce qui évidemment ne peut provoquer que des troubles. Alors je ne dis pas que la chose était volontaire, ce n'est pas du tout mon intention, mais en tout cas il y a au minimum une erreur technique qui est de faire avancer des manifestants sur un barrage infranchissable. Je pense que là, il y a une question importante en ce qui concerne l'organisation, j'allais dire tactique, technique d'une manifestation qu'il faut quand même que nous nous posions, parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 principes de base pour que des manifestations se déroulent bien, c'est-à-dire qu'elles soient fluides. Et d'ailleurs, je constate que toutes les autres manifestations, enfin, de mémoire, vous en avez organisé beaucoup, donc peut-être que je n'ai pas tout suivi attentivement, mais toutes les autres ont été mobiles et donc fluides. Donc la fluidité, d'une part, et puis deuxièmement, tenir à distance
le plus possible les forces de sécurité des manifestants pour éviter le contact. Je constate que bon, ce premier problème s'est posé, le deuxième étant effectivement l'intervention de perturbateurs, voire de casseurs, enfin bon, je pense que c'est un terme que nous avons utilisé pour d'autres manifestations, qui ont interféré dans cette manifestation. Et c'est vrai que nous avons eu à traiter de cas, de temps en temps, enfin souvent de manifestations qui sont altérées, dont le développement est altéré par l'intervention de violences dues à des casseurs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi renforcer un certain nombre de dispositions et de pouvoirs par rapport des forces de sécurité. Donc là, je voudrais que vous puissiez peut-être nous préciser vraiment l'appréhension qui a été la vôtre de cette dichotomie entre, premièrement, bon, les manifestants pacifiques, même si certains ont été gazés en poussant des poussettes, ce qui est assez rare quand même, en maintien de l'ordre, et les casseurs. J'ai vu des images à la télévision sur le bas des Champs-Élysées qui m'ont effrayé, c'est vrai, de jeunes qui affrontaient les forces de l'ordre, là, volontairement, sur les Champs-Élysées. Et deuxièmement, à vous avoir écouté, vous êtes exprimé assez longuement, il m'a semblé qu'il y avait un traitement peut-être particulier de votre organisation par rapport à tout ce qu'on a pu entendre d'autres organisations de manifestants, en ce qui concerne l'organisation, les contacts avec la préfecture de police, tout ça. Et c'est ça qui m'étonne, parce que pour en avoir discuté avec le préfet de police, et puis nous l'avons entendu ici, celui-ci renverse en quelque sorte l'argument en disant qu'il était très difficile d'avoir des contacts suivis, réguliers, organisés, fiables avec les organisateurs de cette manifestation, dans ses différentes dimensions, si je peux dire. Donc, je voudrais savoir comment vous apprenez ça. Est-ce que vous avez eu des réunions d'organisation avec la préfecture de police, à plusieurs reprises, enfin, comment tout ça s'est passé, les contacts avec la préfecture de police, ont-ils été réguliers, enfin, j'ai entendu un certain nombre de choses que vous avez évoquées, mais ce n'est pas tout à fait ce que nous a laissé entendre le préfet de police. Donc, un traitement a été mis en œuvre, mais enfin, vous allez pouvoir peut-être me le confirmer. Je voudrais évoquer aussi un incident que vous avez évoqué, celui du lycée Buffon. Bon, il se trouve qu'en tant que maire du 15e, c'est que je connais bien, et surtout, j'étais à la cérémonie organisée par le président de la République dans le lycée Buffon, évidemment, en tant que maire, au moment où ces événements se sont produits. Et le préfet de police était présent, d'ailleurs, donc nous avons pu traiter ça en live, si je peux dire, dans une salle du lycée. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai pu constater des visus que les personnes interpellées, à moins de quelques dizaines, je veux dire, hein, autour du Buffon, très peu nombreuses, étaient toutes bordées. Parce qu'ensuite, j'ai été amené à essayer de voir avec la brigade de police comment on pouvait peut-être faciliter la libération de ces femmes, et des mères de famille qui étaient venus. Il n'y avait pas une organisation de manifestation. Il y avait quelques dizaines de mères de famille qui venaient sur le boulevard Pasteur, rue de Vaugirard, pour rencontrer peut-être le président de la République, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que l'interpellation de ces personnes m'a semblé un peu sévère. D'ailleurs, je pense qu'ils ne sont pas restés très longtemps dans les commissariats de police où elles ont été emmenées, d'ailleurs, à l'autre bout de Paris. Mais enfin bon, je voudrais enfin, pour terminer, dire un dernier mot sur la loi renseignement. J'ai été un des orateurs, mais d'autres collègues aussi sont intervenus dans ce débat pour dire que au ministre de l'Intérieur, pour qu'il précise bien justement ce qu'il en était de l'intégration de violence collective, etc. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, la terminologie a été modifiée et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Comment? C'est ton amendement? Bravo. Et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé de façon très explicite. Nous lui avons demandé dans les débats pour que, évidemment, ce type de surveillance ne concerne pas des mouvements comme la Manif pour tous. Ça a été dit expressément. Donc, enfin, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais en tout cas, moi, j'ai confiance dans ce que peut nous répondre le gouvernement. Merci, Monsieur Goujon. Porteur, avant de passer la parole à Philippe Folliot.
Oui, merci Monsieur le Président. Gouénégan, Ce sera rapide, mais puisque nos débats sont publics, je voudrais préciser que ce que notre collègue Goujon a qualifié de sabordage de la commission d'enquête dont le groupe EMP avait souhaité la création. D'abord, c'est une décision du groupe UMP de renoncer à poursuivre les opérations de mise en œuvre, et que cette décision était motivée par le fait que le souhait du groupe UMP, c'était de travailler sur 2 ans, et que nous pensions, le groupe majoritaire, qu'il était intéressant sur ce type de questions de travailler sur une dizaine d'années. Voilà. Je précise les choses, je crois que c'est factuel, mais pour qu'il n'y ait pas de confusion sur cette histoire récente, qui date d'il y a 1 an et demi ou 2. Et deuxième point d'ordre, nous n'avons pas suscité l'audition de la Manif pour tous. C'est la Manif pour tous qui l'a demandé, comme d'autres associations. Nous avons répondu. Monsieur Folliot. Remerciements pour avoir accepté l'audition. Et ça paraissait légitime parce que c'est un mouvement qui a eu une importance dans les opérations de maintien de l'ordre qui ont été à conduire par l'État. Voilà. Mais nous n'avons pas sollicité, nous avons répondu comme à d'autres demandes, souvent d'ailleurs dans tout ce qui était lié à des mouvements qui manifestent ou organisent des protestations. On a eu beaucoup de sollicitations et on a essayé de faire le tri en fonction de la diversité des profils et de la représentativité éventuellement des mouvements en question. Monsieur Folliot. Non, attendez, c'est parce que on a encore inversé. Non, non. Voilà. Pardon. Voilà. Et donc je demanderai, comme nous avons plusieurs auditions après, à la fois au commissaire comme à M. Dumont ou à Mme de la Rochère, de répondre le plus brièvement possible, parce que nous avons des impératifs. Normalement, nous devrions interrompre cette audition dans 5 minutes. Alors, les questions d'abord. Les questions et ensuite vos réponses. Si, voilà. Merci, Monsieur le Président. Le droit à manifester pour tous est quelque chose d'éminemment important. J'allais dire, même si la culture de la manifestation n'est pas pareille pour tous. Et dans ce cadre-là, moi, je voudrais juste vous poser 2 courtes questions. La première, c'est que vous, au niveau de vos propos, vous dites avoir été ciblé plus particulièrement que d'autres manifestations. Et par rapport aux éléments relatifs aux autorisations et au traitement de celles-ci, et ensuite par rapport aux opérations de maintien de l'ordre à proprement parler. Est-ce que vous pouvez nous étayer de manière plus précise cela? Ma deuxième question a trait au fait, vous avez dit que vous aviez jusqu'à 6-8 000 bénévoles, j'allais dire, pour encadrer vos manifestations. Est-ce que vous aviez un service d'ordre propre? Si oui, je veux dire, comment l'avez-vous formé ou organisé? Ou est-ce que vous aviez sous-traité, entre guillemets, comme cela se fait parfois dans d'autres cadres, cette notion de service d'ordre auprès d'autres groupes qui ont peut-être plus l'habitude et qui sont plus constitués? Et si oui, auprès de qui? Merci. Gouénégan-Buis. La manifestation du 24 mars et les difficultés simplement dans la relation entre la préfecture de Paris et votre mouvement. Cette commission d'enquête a pour objectif d'essayer de tirer des leçons de l'ensemble des difficultés qui se sont retrouvées et rencontrées dans les relations entre les forces de l'ordre et différentes formes de manifestations, qu'elles soient manifestations de masse, manifestations type ZAD ou manifestations plus violentes type agricole. Je voudrais en plus faire un rappel, c'est que vous avez fait un focus sur les 2 dernières années. J'ai un parcours militant qui n'est pas le vôtre.
J'ai connu des difficultés avec les forces de police qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, mais ce n'étaient pas les mêmes périodes. C'était une autre période où nous étions dans l'opposition, et j'ai connu les stratégies d'engagement, c'était la rue du Dragon. J'ai connu le fait qu'il y ait des coups de matraque et des gaz qui soient envoyés, pas à l'époque sur des mères de famille, mais c'était sur des personnalités type le professeur Jacquard, qui n'était pas un homme très vaillant à l'époque, et nous avions été dans l'obligation de l'évacuer. Nous avions été aussi mis dans des difficultés lors des mouvements de novembre-décembre 1995, lorsqu'il y avait eu des manifestations étudiantes de masse qui avaient été amenées par la préfecture de police sur les invalides et qui s'étaient terminées comme ce que vous aviez raconté sur un cul-de-sac qui s'était terminé par des interpellations nombreuses, par des méthodes d'éloignement et évidemment quelques heures passées dans des postes de police ou dans des cars que vous avez décrits mais qui ne sont pas nouveaux, puisque les cars où on entassait 50 étudiants pour les évacuer, j'ai connu ça en 1995. Donc attention à ne pas dire qu'il y a eu des mesures d'exception qui ont été faites par vous. Je pense qu'il y a des méthodes qui doivent évoluer, et pour le genre de manifestation que vous avez pu porter, et pour les manifestations qui ont pu être antérieures et qui seront demain, type manifestation étudiante ou manifestation sociale, comme nous avons pu le connaître. J'ai une question précise, par contre, concernant la gestion de votre service d'ordre. Toujours, en regard de mon expérience, un service d'ordre, c'est quelque chose qui se travaille, qui a une habitude de formation, qui a une habitude de travail commune, et une relation de confiance avec les forces de police. Or, moi, je voudrais savoir quels sont les outils de formation que vous avez mis en place, parce que je ne vois pas bien comment on peut faire côtoyer un service d'ordre militant, des gens qui sont payés pour le faire. C'est ce que vous avez dit, puisque vous avez dit que vous aviez recours à des forces de sécurité privées pour prendre position. Quelle est l'articulation entre le privé et vos militants, et ensuite privé, militant et force de police? Ça m'amène à me poser une deuxième question, puisque un certain nombre de manifestations ont pu dégénérer par la présence de personnalités extérieures qui avaient volonté d'en découdre, comme dans toute manifestation de masse. Quel était le traitement spécifique que faisait votre service d'ordre vis-à-vis de ces groupuscules, et quelle était votre relation entre les forces de police et votre service d'ordre? Merci. Nous allons donc... La patience, parce que c'est un peu compliqué, on a inversé les micros. Donc, nous avons fait le tour des questions posées par monsieur le rapporteur et messieurs les commissaires, et je vais vous demander d'avoir l'obligeance de répondre dans un délai d'une dizaine de minutes, pas plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, je suis heureuse de partager une expérience des manifestations communes avec vous, puisque moi aussi, j'ai manifesté comme étudiante et à d'autres occasions. Et il y a eu, avant la manif pour tous, d'autres manifs dans ma vie, et je pense que beaucoup parmi nos manifestants étaient dans ce cas-là. Et effectivement, ce que nous décrivons doit pouvoir évoluer, puisque d'autres organisations ont été confrontées à ces difficultés. À propos des Champs-Élysées, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu notamment un événement, une manifestation organisée par les agriculteurs qui ont occupé très largement les Champs-Élysées. Et donc, ça a été l'une des raisons pour laquelle on a osé demander les Champs-Élysées. Nous savions que cette manifestation serait extrêmement importante, le 24 mars. Nous avions besoin d'un lieu ayant... C'était pas une manifestation, madame. Les agriculteurs à laquelle vous faites référence, nous y avons pour beaucoup d'entre nous assisté. Il s'agissait d'une opération de promotion de l'agriculture, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas une manifestation de protestation. Oui, alors tu compléteras là-dessus. Et je voudrais, Albéric Dumont complétera là-dessus, c'était un événement public d'ampleur importante, occupant tout l'espace. Et c'était bien l'objectif. Alors, à propos du 24 mars, je voudrais quand même revenir sur un point très important, c'est que, entre autres choses, le public qui se trouvait donc dans un cul-de-sac, puisque tout l'espace de la place de l'Étoile nous était interdit, notre podium était en dehors, d'où le cul-de-sac que j'ai décrit tout à l'heure. Et il faut savoir qu'au début de l'après-midi, les barrières qui étaient tout en haut étaient ouvertes pour une bonne partie d'entre elles, ce qui explique que le public soit passé sur la place, puis les barrières ont été refermées,
et des enfants et des personnes âgées et des femmes enceintes, et en nombre important, ont reçu des gaz lacrymogènes. Un certain nombre d'entre eux ont été blessés et nous avons dû évacuer un nombre important de personnes avec un dispositif, le dispositif pour les incidents de santé qui avait été prévu, bien sûr, comme dans toute manifestation, puisque nous sommes véritablement une organisation devenue professionnelle. Et je repasse la parole à Albéric Dumont. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées très rapidement et très techniquement. L'objectif n'est évidemment pas de parler que du 24 mars, mais c'est, je pense, l'un des exemples les plus flagrants. C'est en tout cas la meilleure illustration qu'on peut donner de nos relations avec la préfecture. Simplement, Monsieur Goujon, simplement un terme, vous avez dit le terme de casseur. Perturbateur, oui, casseur, non, puisque en l'espèce, on n'a jamais eu à déplorer aucune dégradation, ni de matériel urbain. Donc la protection des biens a été totale sur ces manifestations. Vous avez soulevé un point très intéressant qui est le positionnement des forces de sécurité. Nous avons constaté, et c'est ce vers quoi nous poussons, que lorsque les forces de l'ordre étaient présentes en tenue au contact direct des manifestants, cela provoquait systématiquement des incidents, même avec les gens les plus pacifiques qu'ils soient. Et nous avons demandé à la préfecture, et c'est ce qu'elle a accepté de faire lors de nos 2 dernières manifestations, c'est de mettre les forces en retrait par rapport à la manifestation. Rien ne sert de faire passer les familles le long des boucliers du maintien de l'ordre, parce que ça crispe tout le monde. Ça ne coûte rien de mettre les barrages fixes quelques dizaines de mètres plus loin. Et ça a été le cas, notre dernière manifestation a terminé au pied de la tour Montparnasse, place du 18 juin 1940. Il y avait 400 fonctionnaires de police en uniforme, place du 18 juin 1940, vous ne les verrez sur aucune photo. Ils étaient au cœur de la manifestation. Parce que nous avions pu étudier cette possibilité avec le préfet qu'il y ait des forces d'intervention lourdes à proximité, sans qu'elles soient au contact direct de la foule. Et d'ailleurs, elles sont restées dans leur base sans avoir besoin d'intervenir. Sur la question des barrages qui auraient été forcés le 24 mars, le préfet de police l'a dit lui-même, vu les circonstances, il a préféré ouvrir les barrages pour laisser les gens aller sur la place de l'Étoile et les Champs-Élysées. C'est ce qu'il a déclaré devant vous il y a quelques semaines, et je lui laisse ce propos. Simplement, sur l'utilisation des gaz lacrymogènes dont nous avons été victimes, moi je croyais, et c'est ce qu'on m'avait toujours dit, que les gaz lacrymogènes lâchés dans une foule compacte étaient réservés pour favoriser une dispersion, obliger une dispersion. Là, nous parlons de manifestations où des gaz ont été lancés pendant la manifestation sur une foule compacte qui ne pouvait pas s'échapper. Là, pour moi, il y a une erreur technique, c'est-à-dire qu'il y a plein de méthodes qui permettent de faire avancer une foule, de reculer un barrage, ou éventuellement, s'il y a vraiment la nécessité, d'utiliser non pas des gaz lacrymogènes, mais du gel, qui permet uniquement d'asperger la personne qui est en face de vous et qui manifestement vous est hostile, et non pas d'asperger une foule. On sait bien qu'un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. Pour répondre à la question de la gestion des perturbateurs, comment est-ce que vous pouvez, et ça je parle au nom de la Manif pour tous, mais je pense que tous les organisateurs d'événements, quels qu'ils soient, même revendicatifs ou festifs, auront la même difficulté. Il y a deux phases. La première, c'est l'identification en amont, et là que seulement les services de renseignement peuvent faire. Évidemment, eux seuls en ont le pouvoir. Et donc, c'est sous forme de notes, savoir si tel groupe ou tel groupe qui représente tant de personnes a prévu de venir, et si oui, dans quel but. Et ensuite, la gestion de ces groupes, donc qui sont, et ça a été le cas pour plusieurs de nos manifestations, qui sont repérés par la police. Évidemment, vous avez 40 personnes qui sortent d'un train, qui se dirigent vers la manifestation alors qu'ils ont été identifiés par les services de renseignement en amont. Vous doutez bien que les services de maintien de l'ordre sur place les suivent. Et nous avons constaté à maintes et maintes reprises que ces groupes-là étaient effectivement bien suivis par les forces de l'ordre, qui ne sont jamais intervenus. Donc qui ont laissé, et c'est un des reproches, un des griefs que je leur fais, qui ont laissé ces groupes-là arriver jusqu'au cœur de nos manifestations, perturber l'événement pour après réprimer l'ensemble de la foule. Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier, je pense que c'est juridiquement possible, qui est le fait que ces groupes-là, s'ils sont identifiés comme potentiellement perturbateurs en amont, qui sont connus pour leur dangerosité, et pas simplement parce que voilà, ils n'ont pas les bons insignes ou je ne sais quoi, qu'on puisse les empêcher d'arriver jusqu'au cœur de la manifestation, d'attendre qu'ils perturbent, pour ensuite venir nous en imputer la responsabilité à nous, organisateurs,
qui représentons uniquement, vous l'avez dit tout à l'heure, un papa, une maman et des enfants, pas seulement avec des poussettes, mais des jeunes enfants et également des personnes âgées. Sur votre question monsieur le député, du nombre de réunions. Une manifestation de cette ampleur-là, c'est en moyenne 4 à 6 réunions au cabinet du préfet, en présence du préfet de police, on va dire pour 1 ou 2 réunions, puis 5 réunions techniques à la direction de l'ordre public, dont une avec les partenaires de la préfecture, c'est-à-dire RATP, SNCF, zone de défense. Voilà pour les statistiques sur les réunions, sachant que chaque réunion dure entre 1h30 et 4 heures. Sur les questions, monsieur le député Folliot, vous dites que je n'ai absolument pas fait de comparaison avec d'autres mouvements que je ne connais pas, ou simplement par voie de presse, et donc du coup je ne veux pas forcément m'y fier, que je ne connais pas, auquel je n'ai pas participé, donc je ne suis pas dans la capacité de faire une comparaison quelconque. Je ne dis pas que nous avons été ciblés particulièrement, je dis simplement, au vu de tous les éléments que nous avons dénoncés depuis 2 ans et que nous vous apportons aujourd'hui, qu'on a eu le droit, et je rejoins la question qui m'était posée après, nous n'avons pas... Je pense que les méthodes sont courantes et sont appliquées à tous les mouvements. Simplement, elles ont été exceptionnelles nous concernant, puisqu'il s'agissait d'un public qui était un public extrêmement pacifique. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce que nous dénonçons. Sur l'organisation du mouvement, puisque c'est la question qui était posée, la question de l'organisation pendant les manifestations. Notre organisation est la suivante, c'est-à-dire que nous recrutons un certain nombre de bénévoles que nous organisons dans différentes directions. Vous avez la logistique, vous avez l'accueil, la gestion de la foule, vous avez la sécurité au sens gestion de flux, simplement, pas au-delà, et un service d'ordre qui, lui, va s'occuper effectivement des questions de sécurité, service d'ordre qui est renforcé par une société de sécurité privée. Ces sociétés de sécurité privée sont les seules qui sont rémunérées pour ces missions. Contrairement à d'autres, nous n'avons pas de service d'ordre qui est rémunéré pour ces fonctions. Ce sont des bénévoles, si ce n'est ces agents, qui ont l'avantage d'avoir un agrément du CNAPS. Simplement, sur cette articulation avec les forces de l'ordre. Nous avons, lors des manifestations de grande ampleur, nous avons un centre opérationnel qui est le centre qui est placé donc sous la direction du comité de direction de la Manif pour tous par des techniciens de chez nous qui vont gérer la manifestation. C'est eux qui donnent le top du départ du cortège, c'est eux qui vont annoncer la dispersion, et c'est eux qui, derrière leur Algeco, avec les vidéos qu'ils ont des différents cortèges, avec les remontées d'informations qu'ils ont des bénévoles, vont pouvoir prendre les décisions. Dans ce centre opérationnel, il y a 2 officiers de police qui sont présents. Vous avez un officier de la direction de l'ordre public et de la circulation, un officier de la direction du renseignement de la préfecture. Nous avions également, mais bon, par une décision que nous n'avons toujours pas comprise, ça n'a pas été reconduit. Nous avions également chez nous un responsable de l'organisation qui était à la préfecture avec les autorités pour faciliter notamment les liaisons. Vous savez que quand il y a un mouvement de grande ampleur, les téléphones ne passent pas et les canaux de communication dans les postes de transmission talkie-walkie entre les forces de l'ordre et les organisateurs ne sont pas compatibles. Et du coup, vous n'avez que le contact physique ou des lignes fixes que nous devons installer sur le parcours. Nous n'avons pas, et c'est dans la gestion de ces événements, nous avons plusieurs degrés d'intervention. C'est-à-dire que vous avez les équipes d'accueil en jaune qui vont accueillir les gens, leur dire c'est par ici, etc. Les équipes de sécurité qui vont gérer le flux et des équipes de service d'ordre qui vont intervenir s'il y a un incident en lien avec les forces de l'ordre. Généralement, la répartition est la suivante. À l'intérieur du cortège, c'est le service d'ordre de la Manif pour tous. À l'extérieur, c'est les forces de l'ordre, sauf effectivement en cas d'infraction constatée, auquel cas on applique l'article 73 du Code de procédure pénale. On fait intervenir un officier de police judiciaire. Mais, et je pense que tout le monde le sait ici, nous n'avons pas la possibilité de faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas formés pour ça. Et donc, voilà, la gestion de ces groupes-là en particulier relève uniquement du ressort de la préfecture. Un dernier point, Monsieur le Président, si vous le permettez.
c'est dans la classification des manifestations qui, pour ma part, est insupportable. On nous parle de manifestations parfois revendicatives, parfois festives. Le préfet de police l'a dit devant vous lui-même, et je lance le pavé un peu dans la mare, mais sans vouloir créer de polémique. Pourquoi certaines manifestations aussi revendicatives que les nôtres, je pense par exemple au Gay Pride, sont placées dans le cadre des manifestations festives, alors que nous sommes dans le cadre des manifestations revendicatives, alors que nous avons l'un et l'autre, sur le même sujet, mais dans des avis divers, nos opinions que nous exprimons pendant ces manifestations-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous vous remercions, Madame, Monsieur.